on va poursuivre du coup avec l'exposé suivant sur donc toujours la production d'acier. Et donc là, on va faire un focus sur l'acier inox avec Jérémy Bouzet, Aperam, qui va parler de décarbonation également. Une dizaine de minutes. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Je sais qu'on pèse tous un peu en attention là, donc je vais essayer de faire dynamique, simple, pour expliquer sur la partie acier inoxydable cette fois-ci. Donc moi je travaille chez Aperam, on fabrique de l'acier inoxydable. Je m'occupe des sujets de sustainability et de réduction des émissions de CO2. L'objectif de cette présentation, c'est de vous rappeler un petit peu des choses sur le CO2, de repartir des bases, de vous expliquer d'où vient le CO2 quand on fabrique de l'inox en Europe, quels sont les moyens pour le réduire, et enfin, quand on parle de sustainability, aussi faire un lien avec la construction, la durabilité et ce qui a déjà été dit précédemment. Tout d'abord, les scopes. Alors, on en parle souvent du CO2, des scopes, mais je préfère toujours repartir de ça pour que ça soit clair pour tout le monde. Quand on parle du CO2, il faut vraiment parler de tous les scopes. Scope 1, scope 2, scope 3. Qu'est-ce que ça signifie? Le scope 1, ce sont les émissions directes. Donc, le CO2 qu'on émet directement quand on produit n'importe quelle production. Donc, principalement pour l'inox, avec l'utilisation de gaz. Le scope 2, c'est l'électricité. Donc, l'électricité, quand vous l'utilisez, il n'y a pas d'émission de CO2. Ici, on n'a pas de CO2 qui est émis, mais le CO2 a été émis quand on l'a produit. Donc ça, c'est le scope 2. Et le scope 3, très important pour nous et pour l'inox, ça a été rappelé par vous. C'est en particulier les matières premières qu'on va utiliser. Donc pour fabriquer l'inox, en Europe, on utilise uniquement des fours électriques. Donc ce qu'on appelle electrical arc furnace. C'est-à-dire que vous prenez un four, vous mettez des déchets métalliques à l'intérieur, vous faites fondre, et à la fin, vous avez un acier inoxydable. Cependant, on ne produit pas toujours l'inox comme ça partout dans le monde. Sur la partie droite, vous voyez, ça représente les émissions de CO2 pour produire de l'inox en fonction de différentes routes. Donc la plus grande barre, vous avez un ordre de grandeur de 10, donc 10 tonnes de CO2 par tonne d'inox. Ça, c'est si vous utilisez que des matières premières pures, donc du nickel, du ferronickel, du nickel pig iron, et vous n'utilisez pas de matière recyclée. Au milieu, c'est quand on a cette fois-ci de la matière recyclée, donc c'est une moyenne mondiale qui est estimée autour de 6, donc vous utilisez à la fois des matières pures et des matières recyclées. Et enfin, la partie droite, c'est la partie européenne. Donc si vous utilisez de l'acier inox européen, vous êtes sur une filière électrique, et cette fois-ci, on tombe autour de 2 tonnes de CO2. Ce qui est important dans le graphe de droite, ce sont les couleurs. Vous voyez, la partie violette, c'est la partie la plus importante à chaque fois. Ça correspond au scope 3, les matières premières pures que vous mettez. C'est marqué dans le titre, du ferrochrome, du ferronickel, du ferrosilicium. Et donc plus vous mettez de matière recyclée, plus cette barre violette diminue. On part de très haut et on diminue pour aller jusqu'à 2. Et donc ça, c'est vraiment le point important pour l'inox européen, c'est quand on veut réduire le CO2, on doit surtout s'attaquer au scope 3, donc aux matières premières. Donc ça signifie bien évidemment ne pas délaisser le scope 1 et le scope 2, mais surtout regarder le scope 3. Qu'est-ce qu'on fait chez Aperam pour réduire sur les différents scopes? Donc scope 1 et 2, je le rappelle, scope 1, émission directe, c'est vous avez du gaz, donc qu'est-ce qu'on peut faire? On peut remplacer le gaz et électrifier. Le scope 2, vous utilisez de l'électricité, donc vous pouvez remplacer cette électricité par de l'électricité renouvelable. Vous pouvez faire tous les projets d'utilisation d'énergie, d'optimisation, de récupération de chaleur, tous les grands classiques de l'industrie. La spécificité pour nous, c'est le scope 3, et en particulier sur la partie gauche, vous voyez la partie scrap. C'est la partie la plus importante pour nous. Plus on met de matière recyclée, plus on réduit nos émissions de CO2. C'est pour ça que chez Aperam, désormais, on a cette partie scrap chez nous. Donc on a nos propres scrapyards. Et donc on cherche à augmenter la partie recyclée. Mais c'est pas tout. Quand on ne peut plus mettre suffisamment de recyclé, on doit mettre des matières premières pures. Et donc cette fois-ci, on choisit les meilleures matières premières, soit en sourçant les meilleures matières, soit en essayant de la produire de manière différente. Vous voyez, c'est le projet innovant avec les plantes, où l'objectif c'est de produire du nickel à partir de plantes. Donc ça, ce sont les grands thèmes pour décarboner l'industrie de l'acier inoxydable. Et ça, c'est quelque chose de très long. C'est des investissements finalement qui sont assez longs, avec des objectifs 2030-2050. Mais il faut répondre à la demande aussi du marché sur la partie inoxydable, c'est-à-dire nos clients veulent avoir des produits avec des émissions de CO2 réduites. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a augmenté le pourcentage de scrap et on a lancé, à la manière de X-Carb,
un produit avec des émissions de CO2 réduites, donc en augmentant proche de 100% le taux de recyclé. Et de nouveau, sur la partie droite, vous voyez l'ordre de grandeur du CO2, on passe de 2 tonnes de CO2 par tonne à 1 tonne, et on est en train de descendre encore plus bas. Donc ça, c'est la clé pour réduire le CO2, d'utiliser des matières recyclées et d'avoir un produit qui est désormais disponible, que les gens peuvent acheter, que nos clients utilisent déjà. Et on l'a dit, c'est infiniment recyclable et c'est durable, l'inox, et nos clients l'intègrent. Donc ici, des exemples dans des équipements de cuisine, à la fois pour réduire leurs émissions d'entreprise, parce qu'elles aussi, c'est leur top 3 finalement, les produits en inox, mais aussi pour se différencier sur le marché, pour avoir des produits moins carbonés, répondre à des appels d'offres, être capable de répondre à certains projets. Donc ça, c'est des choses qui existent déjà. Donc le chemin de décarbonation, des grands projets, des grands investissements, du scrap, et finalement des produits qui sont d'ores et déjà disponibles avec un fort taux de recyclé. Quand on parle de décarbonation, ici c'est un super sujet. Et par contre, on parle souvent que du CO2 à la production. Donc c'est super intéressant les premières présentations où justement on a parlé de cycle de vie complète du produit. Ici j'ai repris une analyse qui a été faite par World Stainless. L'idée c'est de comparer différentes matières pour faire des bancs urbains. Donc c'était dans la ville de Melbourne. Et donc ils ont comparé du carbon steel, de l'inox, du plastique. Et on pourrait le faire avec d'autres applications et d'autres matériaux. L'idée c'est de voir pas uniquement le CO2 à la production, mais sur la durée de vie totale. Donc il faut effectivement que le matériau soit durable, qu'il y ait peu de maintenance, nettoyage, peinture, et surtout qu'on ait une durabilité, donc c'est-à-dire qu'on puisse utiliser le produit pendant longtemps. Si vous faites un produit avec une empreinte carbone faible, mais que vous en achetez tous les 6 mois, finalement ça ne répondra pas et ça ne résoudra pas le problème. Donc ça c'est un cas intéressant, pas uniquement voir le CO2 à la construction, mais sur la durée de vie complète. Et le dernier point sur cette durabilité, pour faire le lien avec la partie construction, quand on parle de sustainability, il y a le CO2, mais il y a aussi toute la partie reuse et recyclage. Donc ça fait encore le lien avec ce qui a été dit dans les premières présentations, avec l'exemple du modular building. L'idée ici, c'est de réduire l'impact avec des matériaux et des matières qui ont un impact réduit, mais surtout d'augmenter la durabilité, de réutiliser, pas uniquement de recycler, mais de pouvoir réutiliser la matière, de la recycler si besoin de manière infinie, et enfin d'avoir des choses qui puissent aussi s'adapter à des besoins changeants. Donc là, c'est un exemple de bâtiment, et sur la partie droite, vous voyez, c'est le plancher qui est fait en inox avec du duplex et une solution tubulaire. Donc ça, ce sont des acteurs chinois qui ont développé cette solution, et ça se développe aussi beaucoup au UK avec des gros bâtiments qui sont faits en modulaire. Donc c'est mon message aujourd'hui sur la sustainability. Bien sûr, regardez le CO2, bien sûr, regardez tous les scopes, mais surtout aussi regarder la durabilité des produits. L'inox répond à ça pour plein de raisons. Et aussi développons des nouvelles applications qui permettent d'utiliser des matériaux qui sont durables et pour éviter de consommer les matières. Ça a aussi été dit, la matière elle est limitée, donc on doit pas uniquement produire, mais aussi utiliser les matières qu'on a déjà produites et qu'on a déjà sous la main. C'est un sujet super vaste, j'avais 10 minutes, ce qui est déjà très bien. Bravo. Mais je serai disponible pour tous vos échanges, vos questions. C'est la première fois que j'ai l'occasion de discuter avec ces professions, les architectes et toutes ces professions qui tournent dans ce domaine. Donc je serais ravi d'échanger avec vous et de comprendre vos challenges. Tu vois, il y a déjà eu un exemple de réemploi avec un dernier exemple de Tempora tout à l'heure. Et c'était l'inox. Ouais, c'était l'inox. On ne se connaît pas, on ne s'est pas parlé. Merci. Bravo, en tout cas, bravo.